Y a-t-il des opportunités dans les large caps US? C'est ce qu'on va regarder ensemble. On continue notre revue des plus grosses capis US. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les, le top 20 des boîtes américaines. Je vous renvoie le top 10 qui était la vidéo précédente. On va renommer ça d'ailleurs en top 20. Hop. Et on commence tout de suite avec les colonnes. Vous commencez à les connaître, ces colonnes, hein. Symbole de cotation boursière, nom d'entreprise, l'industrie, market cap, les multiples de flux, les multiples par rapport au bilan, les rentabilités, l'endettement, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, free cash flow, bénéfice net, payout ratio. On commence tout de suite avec JP Morgan, Morgan Chase, la première banque US. On est à 696 milliards de dollars US. 8,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, un ratio coût-bénéfice à 12,3. Donc nous, on aime les banques à moins de 10. Mais bon, vous êtes sur la banque, la plus grosse, une des plus grosses banques au monde. Donc vous avez en plus, c'est une banque américaine, donc le multiple est nécessairement plus élevé. Pas de décote sur actifs tangibles, ça c'est une condition sine qua non pour investir dans une banque. Rendement des fonds propres à 17,4%, c'est très bien. On a 2,2% de rendement du dividende et 5,6% de rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions assez massifs sur JP Morgan. Payout ratio à 25,3, on a les moyens du dividende sans problème. Bon, pas de décote, pas d'investissement dans JP Morgan, sauf si vous voulez une banque, bon, elle est très solide, après, elle ne peut pas faire faillite, c'est too big to fail. Il y aura le soutien de la réserve fédérale si jamais il y a un problème, mais bon, ça n'arrivera pas. Donc, pourquoi pas, mais d'un point de vue dividende, c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, Eli Lilly, on est sur le premier laboratoire pharmaceutique américain, 694 milliards de dollars US, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, à mon avis, ça inclut de la croissance externe. Les multiples sont exorbitants. On a 33 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 63 fois un ratio coût-bénéfice, 186 fois un ratio coût-free cash flow. Bon, ça pique, 34% vraiment des capitaux investis, mais voilà, la qualité est quand même au rendez-vous. 1,5 fois les EBITDA en dette nette, un peu de dette, mais rien de non plus trop inquiétant. 0,8% de rendement de dividende, c'est pas exceptionnel. 1,2% de rendement de l'actionnaire. On a les free cash flow qui sont quand même bas. Je pense qu'on a versé une partie du dividende à crédit. En tout cas, les rachats d'actions, peut-être à crédit. Bon, les dividendes, c'est quand même trop cher. Là, il vaut mieux se tenir à l'écart. Ensuite, la valeur favorite des investisseurs qualité, on est sur Visa, le leader mondial des paiements, 652 milliards de dollars US de market cap, 9,4% de rendement de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, toujours une forte croissance. On a 25 fois l'entreprise sur EBITDA, 35 en ratio coût-bénéfice et 32 en ratio coût-free cash flow. Est-ce que c'est cher? Je trouve ça un peu cher quand même. La croissance non plus n'est pas exceptionnelle, et je trouve ça un peu cher quand même à ce niveau-là. Après, on paye très cher la qualité, évidemment. 36% de rendement des capitaux investis, c'est quand même énorme. 0,3 fois les EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette. 0,7% de rendement du dividende. Le gros du rendement de l'actionnaire se passe via les rachats d'actions. On est à 3,6% de rendement d'actionnaire. Payout ratio à 22,3%. Free cash flow équivalent bénéfice net. Donc, on a les moyens de verser ce dividende et de l'augmenter tranquillement dans les années à venir. Visa, vous pouvez investir dans le Visa, mais c'est pas pour du court terme, vu les multiples. Donc c'est pareil, c'est une action à garder 5 à 10 ans pour éventuellement supporter des moins-values que vous pourriez avoir s'il y a une publication qui se passe mal. Allez, le numéro 2 des paiements, c'est Mastercard, c'est à peu près pareil. Donc 509 milliards de dollars US de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, des multiples qui sont même plus élevés que ceux de Visa. Donc on a 29 en valeur entreprise sur EBITDA, 39 en cours free cash flow, et en cours bénéfice, 34 en cours free cash flow, mais la qualité est quand même supérieure à celle de Visa. On a 57% de rendement des capitaux investis, donc très forte rentabilité, quasiment pas de dette. 0,6 fois les EBITDA en dette nette, c'est pas très élevé. On est à 0,5% de rendement du dividende, 2,8% de rendement actionnaire. Le payout ratio est à 19,2, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. On a les moyens de ce dividende et de racheter des actions en plus. Mastercard, c'est le même topo que Visa. Si vous voulez entrer sur Mastercard, c'est pour du long terme. Ensuite, on est sur Netflix, le leader du streaming, 486 milliards de dollars US de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, c'est bien. 41 en valeur entreprise sur EBITDA, 54 en ratio coût-free cash flow, coût-bénéfice, 65 en ratio coût-free cash flow. C'est des multiples exorbitants. La croissance n'est pas non plus... alors, ça réaccélère sur les dernières années, cela dit, mais ça me paraît quand même un peu cher payé.
Si vous regardez, dans la tranche précédente, hein, sur les GAFAM, sur les 7 magnifiques, il y a des croissances plus élevées qui se payent moins cher. Donc Netflix, un peu cher tout de même. 23,4 de rendement des capitaux investis, c'est très bonne croissance, très bonne rentabilité. 0,6 fois l'EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette, pas de dividendes de versés, mais il y a des rachats d'actions. On est à 1,42 en rendement actionnaire, donc c'est pas trop mal, hein. Mais c'est trop cher payé Netflix, hein. Il faut attendre, à mon avis, hein, que, alors toujours pareil, vous pouvez y aller si vous faites de la croissance, mais là, il faudra rester longtemps, très longtemps, plus de 5 à 10 ans, hein, parce que potentiellement, une mauvaise publication, votre cours est divisé par 2. Donc il faudra patienter sur ce dossier si vous y rentrez. Tout l'inverse de ExxonMobil, 453 milliards de dollars US de market cap, 5,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans. Toujours un peu de croissance, hein, mais ça, c'est la croissance externe, hein. Il y a plus de croissance sur le secteur énergétique traditionnel, hein. Des multiples qui sont tranquilles. 6,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher payé, c'est value même. On a 14 en ratio court-bénéfice, 16 en ratio court cash flow. Ça, c'est un peu au-dessus de ce qu'on aimerait, hein. On aimerait être à 10, voire moins. Là, sur le ratio court-bénéfice, c'est un peu plus élevé, mais bon, ça reste raisonnable quand même. On a 8,8% de rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité pour un secteur intensif en capital. On est à 0,3 fois l'EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette, ça c'est bien. Rendement du dividende de 3,8%, c'est intéressant, et rendement de l'actionnaire à 8,5%, c'est colossal. Donc, bon, on a les moyens de verser ce dividende et de payer les rachats d'actions. Mais attention, j'ai l'impression que les rachats d'actions ont été faits en partie à crédit. Bon, vérifier quand même, mais bon, ExxonMobil, voilà, hein, ça reste qualitatif, ça vous rend du cash, c'est pas la moins chère non plus dans le secteur. Je pense que notre Total national se défend bien face à ExxonMobil, en termes de multiples, en termes de rendement de l'actionnaire, hein. Je pense que c'est même plus intéressant pour qui investit en PEA. Costco, on est sur de la grande distribution, 449 milliards de dollars US de market cap, 10,8% de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, 36 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 59 en court bénéfice, 65 en court free cash flow. Ça, c'est des multiples exorbitants, c'est quand même très cher, hein. 22% de rendement des capitaux investis, mais bonne qualité, bonne rentabilité. On les cash net, 0,4% de rendement du dividende, 0,61 de rendement de l'actionnaire. C'est pas très élevé comme rentabilité, hein. Payout ratio à 20,3%. On a de quoi verser ces dividendes. Bon, Costco, beaucoup trop cher, hein, même pour le secteur activité. C'est pas vraiment de la grande distribution, c'est un système par, abonnement, mais bon. C'est pas un business à énorme marge non plus, même si la rentabilité est là, moi je trouve ça beaucoup trop cher. Oracle, on est sur du logiciel, spécialisé de la base de données surtout, 415 milliards de dollars US de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pour moi, ça, c'est plutôt de la croissance externe, hein, parce qu'ils sont quand même assez matures, hein, sur Oracle. 21 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 35 en ratio court-bénéfice, 71 en ratio court free cash flow. C'est pas donné, hein, vu la faible croissance. Le rendement des capitaux investis, il a 13,2%, c'est quand même correct comme rentabilité. Mais la dette est trop importante, à 3,7 en EBITDA, 3,7 fois l'EBITDA en dette nette. Ça, c'est trop élevé, hein. Donc ça doit être le reliquat d'une acquisition qui n'a pas encore été bien digérée. La dette n'a pas encore baissé, donc je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de ce dossier à cause de l'endettement. Procter Gamble, on est sur les produits ménagers, produits d'entretien, produits d'hygiène, etc. Donc plutôt de la consommation non discrétionnaire. 373 milliards de dollars US de market cap, 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, quasiment pas de croissance, c'est plutôt la croissance externe d'ailleurs sur ce dossier. 16,3 fois l'EBITDA, voilà, enfin 16,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 25 fois le ratio court-bénéfice, 25 fois l'effet cash flow. C'est pas si cher que ça maintenant, il n'y a pas de croissance. La rentabilité est bonne, hein, 20% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, pas trop de dette, ça va. 2,7% de rendement du dividende, intéressant, et 3,9% de rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. Payout ratio un peu élevé à 63%, mais il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de réinvestissement, donc on peut verser du dividende et racheter des actions. Bon, il y a mieux à faire, je pense, que Procter Gamble. Là, idéalement, il faudrait être un peu radin sur ce dossier, prendre à 15 fois les bénéfices, je pense. Là, ça pourrait commencer à être intéressant. Mais là, c'est un peu cher vu la maigre croissance qui est en face. Johnson & Johnson, le laboratoire pharmaceutique, 371 milliards de dollars US de market cap. Pas de croissance à 6 années, on est à 1,6 sur 5 ans.
12,7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 17 fois le ratio coût-bénéfice, 18 fois le ratio cash flow. C'est pas si cher que ça. Je trouve que c'est pas si cher, Johnson & Johnson. Maintenant, il n'y a pas de croissance. Mais bonne rentabilité, 15% de rendement des capitaux investis, 0,4 fois le EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette, 3,4% de rendement du dividende, 3,8% de rendement de l'actionnaire, 54%, 55% de payout ratio, free cash flow équivalent bénéfice net. Donc, on a les moyens de ce dividende et le serrage à l'action. Pas si mal. Si vous pouvez investir si vous souhaitez investir dans les laboratoires pharmaceutiques, pourquoi pas. Moi, j'en suis plutôt à l'écart de ce secteur, mais ça peut se regarder. Donc, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste en fonction de son profil? Si vous faites de la croissance, on peut aller sur Netflix, mais c'est pour du long terme. Pareil, vous pouvez, si vous faites de la plutôt qualité, croissance qualité, Visa, Mastercard, les trois ici, vous pouvez les prendre plutôt pour du long terme, c'est 5 à 10 ans, parce qu'on peut se prendre des moins-values importantes en cas de mauvaise publication. Si vous êtes plutôt value, dividende, rendement actionnaire, on peut aller sur ExxonMobil. Je pense que c'est pas cher payé à ce niveau. Et c'est tout. Dans cette liste, peut-être aller Johnson & Johnson si vous investissez dans les labos pharmaceutiques. Et encore. J'espère que cette revue vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce à le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.